Que vaut une artillerie Sidewinder X1 en 2025? Oui, je sais, personne ne se pose cette question, car aujourd'hui tout le monde ne jure que par Bambu Lab. Et je sais que ces nouvelles imprimantes sont révolutionnaires. Mais bon, elles fonctionnent toujours aussi bien, ma vieille X1. Enfin, c'est ce que je croyais. Mais bon, en attendant, pourquoi pas lui fabriquer un caisson parfaitement optimisé pour elle? Effectivement, quand j'imprime des longues pièces ou qu'il y a le moindre courant d'air, le résultat est direct là. Et malheureusement, tous les modèles que je vois sur internet ont un gros problème. Ils enferment toute l'imprimante entière. Et donc l'électronique se retrouve pendant plusieurs heures à des températures pouvant avoisiner les 90 degrés avec l'impression de certains matériaux. C'est donc le problème que je vais résoudre aujourd'hui. Après plusieurs semaines de conception, je pense avoir trouvé le caisson parfait pour moi. Allez, on commence direct la fabrication. J'ai trouvé du contreplaqué dans la rue qui a dû sûrement servir pour une expo éphémère de tag. Donc un côté est peint, mais de toute façon, on peindra tout à la fin. J'ai déjà fait toutes les découpes, donc je peux directement commencer par assembler le bas de mon caisson. Pour cela, je vais utiliser les mêmes étaux d'angle que j'ai utilisés pour le meuble que je vous ai présenté sur ma chaîne secondaire. Afin de les maintenir en place, on va faire comme les chevaux. CCV. Coller, clouer, visser. Oui, enfin ça plus tard, hein. Je vais bien sûr mettre des roulettes sur mon meuble, mais vu l'épaisseur du contreplaqué, il faut d'abord fabriquer des renforts. Pour cela, je découpe tout simplement des morceaux de palette et je les colle. Une fois sec, on peut visser. Tant que le meuble est dans ce sens-là, j'en profite pour le renforcer en y mettant des vis. Vous voyez, je vous avais dit qu'on y viendrait. Et je peux enfin retourner mon meuble et le manœuvrer comme je veux. J'en profite pour renforcer le plateau supérieur, car c'est là que va se poser l'imprimante. Et puis on peut commencer la découpe de l'aération de celle-ci. On ébavure vite fait. Et je passe à la fabrication du fond du caisson. Afin d'avoir un support pour les portes latérales, j'installe un litho de renfort. En attendant que ça sèche, je passe à la fabrication de la porte principale. Vu qu'elle sera principalement composée d'un plexiglas pour la visibilité, je découpe son emplacement à la scie sauteuse. Et on ébavure le tout. Bon, finalement, je vais pas installer le fond de mon meuble tout de suite, car c'est quand même bien pratique d'avoir ce plateau comme établi. Donc je m'attaque à la fabrication des tiroirs avec le contreplaqué qui me reste. Donc comme d'hab, on découpe, on ébavure et on cloue. Bon, vu le peu de contreplaqué qui me restait, j'ai dû assembler plusieurs morceaux ensemble et faire des raccords avec de la pâte à bois. Mais bon, une fois peint, ça se verra même pas. Allez, c'est bon, on peut réattaquer le fond du meuble. Afin de le maintenir en place, sans qu'aucune vis ne soit visible, je vais visser 2 grosses vis sous le plateau directement dans le tasseau. Pour cela, j'ai bien marqué le centre de celui-ci et puis je l'ai retracé sur le plateau. Je perce bien tout et je visse. Allez, on passe maintenant aux portes latérales, et notamment à la découpe qui permettra de laisser passer le conduit d'air permettant de maintenir l'électronique au frais. J'ai conçu le produit pour qu'il s'adapte parfaitement à la forme de l'imprimante. Et une fois positionné sur ma porte, c'est nickel, ça s'adapte parfaitement. Bon, et vu que le principal était découpé, ben j'ai tout peint. Mais bon, on en reparle plus tard.
En attendant, on continue nos tiroirs. Pour ce qui est des coulisses, je suis parti sur le moins cher, avec des simples coulisses à galets. Bon, le problème, c'est que forcément, vu la profondeur de nos tiroirs, les coulisses les plus grandes que j'ai trouvées sont clairement trop petites. Ce qui n'est pas forcément un problème, car tant qu'on met pas des objets tout petits au fond, tout reste accessible. Mais j'avais oublié un petit détail qui va nous corser les choses. Enfin bon, en attendant, l'installation des tiroirs se passe bien. Et c'est là sur ce dernier tiroir que ça bloque. Et oui, forcément, vu que les coulisses s'enclenchent à partir du fond du rail, et que là j'ai genre 20 cm de tiroir en trop, ben ça cogne, forcément. Mais c'est pas grave, j'identifie tout simplement là où ça coince, puis j'enlève la matière qui gêne. Et après quelques tests, ben ça passe nickel. Et je peux du coup maintenant poser la façade. Et j'en avais tellement marre de tout ajuster que j'y suis allé à la défonceuse. Ça me permet de suivre mon contour et au moins je suis sûr que ça a la forme parfaite. En parlant de perfection, j'en profite pour boucher toutes les traces de vis avec de la pâte à bois. Oui, enfin, la pâte à bois du rat quoi, hein. Donc de la colle et de la sciure. C'est sûr, ça demande plus de travail de ponçage, mais vu le prix, on dit que ça passe. On dit que ça passe? Ah oui, et vu l'épaisseur du contreplaqué, vous vous doutez bien que les vis sont ressorties. Donc on disque tout ça, on rebouche à la pâte à bois et on ponce. Et honnêtement, une fois tout repeint, ben ça commence à avoir de la gueule, non? Alors oui, pas forcément la plus belle des gueules, car comme le meuble de ma chaîne secondaire, ben j'ai tout peint avec la même peinture restante des murs, donc pas du tout fait pour ça, mais vu le prix, ça passe. Vu que la porte est peinte, on peut donc coller le plexiglas dessus avec un bon mastic de fixation qui sera parfaitement étanche et suffisamment souple pour accepter les déformations de la porte. Et on peut du coup attaquer la fixation des portes latérales. Pour cela, je commence par marquer l'emplacement de mes charnières afin de découper au ciseau à bois leur logement. Cela permettra qu'elles ne dépassent pas lors de la fermeture afin qu'il n'y ait pas de jour, ce qui annulerait tout l'intérêt d'un caisson étanche. Maintenant que les portes sont fixées, je peux passer à l'installation des renforts avant. Je me sers d'une grosse pince afin de les positionner parfaitement verticales et au bon emplacement. Puis, comme les précédents renforts, j'insère une longue vis en passant par le plateau. Ce qui me permet maintenant d'installer le plafond, ajuster le tout et bien tout visser. Pour ce qui est de l'ouverture de la porte principale, elle va avoir un mouvement particulier si on veut la replier complètement. Il me faut donc une charnière capable d'ouvrir à 270 degrés. Du coup, j'imprime ça et puis je visse le tout. Bon, et comme d'hab, vu l'épaisseur du contreplaqué, les vis sont ressorties. Donc on disque tout ça et on rebouche à la pâte à bois, cette fois de la vraie car j'ai clairement la flemme. Afin de maintenir les portes latérales en place, je vais essayer d'installer un système d'aimant néodyme directement dans le litho. Sauf que bon, le problème c'est qu'il faut parfaitement aligner les aimants, sinon le moindre décalage fait qu'ils n'ont plus aucune force. Ce qui est bien sûr mon cas là. Du coup, on change de méthode, j'ai dessiné des petits supports pour les aimants que j'ai imprimés. Comme ça, je pourrai les positionner parfaitement l'un en face de l'autre. J'insère les aimants dans l'impression avec un serre-joint. J'en profite aussi pour faire une poignée pour la porte principale qui permettra de la maintenir grande ouverte. Puis, on peut passer à l'installation. Je les visse avec les deux éléments collés l'un à l'autre, comme ça je suis sûr de son bon positionnement. Sauf que bon, j'ai beau en avoir installé deux, ça tient toujours pas du tout. Du coup, on dévisse tout et on va partir sur des aimants classiques de placard. Donc, allez, on installe ça. Et après en avoir installé 3, ça marche, mais bon, dès que le poids de la porte est du mauvais côté, ça se décolle. Bon, ben on va rajouter un 4e alors. Et alors, verdict? Bon, allez, un 5e. Allez, on teste. S'il te plaît, tiens, s'il te plaît, tiens, s'il te plaît, tiens. Oui! Ouf! Bon, on peut continuer avec la poignée de la porte principale alors. Pour cela, j'installe un insert fileté à chaud dans l'impression. Comme ça, je peux la visser en force sur la porte.
Puis j'installe un autre aimant sur la paroi latérale afin de maintenir la porte sur le côté. En vue de garder la porte principale bien fermée lors des impressions, j'installe bien sûr un aimant aussi à ce niveau-là. Mais par contre, on part direct sur les aimants de placard, car j'ai vraiment pas envie de galérer. Et c'est bon, ça ferme nickel. On peut du coup maintenant passer à l'installation des poignées des tiroirs. Pour cela, j'ai récupéré sur des meubles trouvés dans la rue des poignées qui pourraient bien faire l'affaire. Sauf qu'elles sont clairement trop moches. Donc on les ponce, on les dégraisse, puis on les peint en noir. Elles sont clairement mieux comme ça, hein. Donc on peut maintenant les installer. Comme d'hab, j'utilise mon trusquin pour être sûr de les placer au bon endroit. Puis je perce et je visse. Et on réitère les mêmes opérations sur les trois. Maintenant qu'on en a fini avec nos tiroirs, on peut passer à l'éclairage. Ben ouais, si je veux pouvoir bien travailler et faire des beaux timelapse, il y a intérêt que ce soit bien lumineux. Et même pourquoi pas instaurer un code couleur qui permette de savoir à quel stade en est l'impression. C'est pour tout cela que j'installe un bandeau LED blanc chaud, blanc froid, rouge, vert, bleu, sur tout le pourtour du plafond. Normalement, je sais, ce n'est pas recommandé de compter que sur l'adhésif de ces rubans. Mais bon, comme d'hab, j'aime prendre des risques, donc on verra bien. Et encore une fois, j'utilise mon trusquin pour être sûr d'être bien droit. On branche les câbles, pas mal. Là, ça clignote, donc on va pouvoir l'appairer. Et une fois fait, c'est bon, on peut changer la couleur. Maintenant que l'éclairage c'est fait, on peut passer à l'aération. Pour cela, je vais utiliser un ventilateur que j'ai récupéré sur un vieil ordinateur. Je prends mes mesures, je place mes repères et j'utilise un trépan pour percer un trou du diamètre du ventilateur. Et surtout, ne faites pas comme moi en tenant d'une main la perceuse pour ne pas cacher la caméra. Car vu le bras de levier et les efforts, j'ai failli me casser le poignet là. Donc bon, je change l'angle de la caméra, ça sera plus sécuritaire. Puis comme d'hab, j'ébavure le tout. Maintenant que le trou de la ventilation est fait, je peux passer au trou qui fera passer les câbles électriques. Je perce le trou avec un forêt de type Forstner, afin d'avoir un bon diamètre suffisamment grand. Bon, ça passe pas pour la fiche C13 d'alimentation de l'imprimante, donc je l'agrandis à la râpe, et là, c'est nickel. Je peux du coup passer à l'installation de l'électronique qui contrôlera tout le système électrique du caisson. Pour cela, j'utilise la multiprise connectée de Lidl qui dispose de 3 prises connectées qui me permettra de contrôler tous les appareils indépendamment. Afin de la maintenir en place, j'ai dessiné un support sur mesure, avec une pièce de maintien en bas l'englobant parfaitement et une équerre sur mesure en haut. Vu qu'on a fait le principal du meuble, on va pouvoir passer aux finitions. On ponce un peu toutes les égratignures, on disque toutes les vis restantes, puis on rebouche avec la pâte à bois, puis on reponce. Et on fait toutes les retouches de peinture. J'en profite aussi pour fixer les câbles d'éclairage à la colle chaude dans le coin du caisson. Vu que l'imprimante ne reposera pas sur ses pieds en caoutchouc d'origine, il faut trouver un autre moyen d'amortir les vibrations. Du coup, je positionne sur tout le pourtour du support un joint en caoutchouc normalement fait pour les portes. Étant donné qu'il est doublé, ça me permet de découper 2 longueurs en même temps qui serviront pour chaque côté. Bon, ben il serait peut-être temps d'enfin installer cette imprimante. Mais bon, on va pas installer une imprimante toute simple comme ça, alors qu'on a fait un beau caisson tout neuf. Donc on va améliorer quelques points qui me gênaient. Premièrement, j'en avais marre de devoir attendre que le plateau de l'imprimante soit froid pour récupérer facilement mes pièces. Donc j'installe un plateau PEI magnétique.
Deuxièmement, à force d'usure, la roue d'entraînement de l'extrudeur n'avait plus trop de grip, donc je la change par une nouvelle. Et troisièmement, l'amélioration majeure sur cette version, l'installation d'un Bell Touch. Histoire de 1. Plus avoir à galérer à devoir régler manuellement le plateau pour avoir un nivellement parfait, et surtout pouvoir créer un maillage de points s'ajustant parfaitement à la planéité du plateau. Pour cela, je vais utiliser le mode Vaxter, car personnellement, je m'en fiche de perdre la LED, et surtout, ça sera bien plus esthétique et plus simple. Du coup, je suis tout simplement le tuto qu'il a fourni dans son PDF. Donc je commence par ouvrir le capot de la machine afin de modifier la place du connecteur de la LED. Puis, je peux maintenant passer à l'installation d'un tout nouveau support de refroidissement du filament en sortie de buse, qui incorpore un système de double ventilateur en 50-15. Et bien sûr, un support pour le Bell Touch. Je modifie le câble d'alimentation des ventilateurs pour qu'il alimente les deux, puis je le connecte. Afin d'avoir un maintien précis du Bell Touch, j'installe un insert fileté à chaud dans le support. Je monte mon Bell Touch sur la platine, puis je la vise sur le support. J'ajoute un connecteur Malmal Dupont sur le connecteur du Bell Touch, que je sécurise comme à la NASA avec du duct tape, afin qu'il puisse s'insérer dans le connecteur de la LED. On peut donc maintenant passer à l'installation du nouveau firmware. Et pour éviter les interférences de communication, je débranche l'écran au préalable. Puis je connecte mon câble USB de l'imprimante à mon ordinateur. Pour ce qui est du firmware, je ne me suis pas embêté. J'ai récupéré celui de Digant sur Thingiverse, qui a fait un travail monstrueux de vulgarisation en expliquant clairement, en paramétrant tout parfaitement pour notre artillerie modifiée avec un Bell Touch, et en plus, il a fait aussi un nouveau firmware pour l'écran qui modernise et incorpore plein de nouveautés. Et tout ça dans une interface absolument magnifique. Donc merci beaucoup à lui. Pour ce qui est de transférer son firmware Marlin modifié, pour ma part, j'utilise tout simplement l'IDE Arduino. On le vérifie, puis on le transfère. Et en ce qui concerne le firmware de l'écran, c'est tout simple. Il suffit juste de copier tous les fichiers demandés sur une carte microSD. On l'insère dans le compartiment prévu à cet effet sur l'imprimante, on l'allume, et il fait sa mise à jour. Sauf que là, ça marche pas. Mais c'est normal. L'imprimante n'accepte que des cartes microSD de max 8 Go, et la seule que j'ai en fait 64. Donc on va modifier ça avec Windows. J'ouvre un terminal afin d'accéder au gestionnaire de disques DiskPart. Je liste mes disques, je fais bien attention de sélectionner le bon, je le nettoie, c'est-à-dire le formater, donc attention à bien choisir le bon, puis je peux maintenant ouvrir le gestionnaire de disques Windows. Là, mon disque vide que je viens de créer apparaît bien, et je peux donc maintenant le sélectionner afin de créer un volume simple où je choisis sa taille. Du coup, par mesure de sécurité, je pars sur 4 Go. Je choisis bien FAT32 dans le système de fichiers, il mouline, et c'est bon, j'ai ma carte microSD qui fait maintenant 4 Go, sur lequel je peux de nouveau mettre tous mes fichiers de firmware d'écran, puis je l'installe dans l'imprimante. Je l'allume, et là c'est bon, ça fait bien sa mise à jour. Je peux maintenant profiter de mon nouvel affichage pour aller d'abord vérifier que mes valeurs de position de Bell Touch sont bons. Puis je peux lancer la calibration du Bell Touch. Enfin bref, je vous laisserai jouer avec si vous refaites le projet. En attendant, il faut qu'on prépare notre imprimante à aller dans le caisson. Et pour cela, il va falloir se débarrasser du support de bobine au-dessus. Car dans ce caisson, j'ai fait le choix que les bobines soient positionnées pour l'instant sur le côté. Une fois fait, on peut la poser au niveau du joint caoutchouc. Je m'assure qu'elle soit parfaitement centrée, histoire que les conduits de ventilation faits sur mesure s'ajustent parfaitement avec elle et les portes latérales. Et quand c'est bon, je peux les visser. On peut s'occuper maintenant du détecteur de filaments, car vu qu'il n'y a plus de support de bobine, il n'y a plus de support pour lui. Donc on va en imprimer... C'était trop beau pour être vrai. Bon, je vais vous la faire courte car moi j'y ai passé des jours à chercher d'où pouvait venir cette erreur, mais en fait, c'est tout simplement que vu que je n'ai plus de chaussettes silicone sur le corps de chauffe, et qu'on a ajouté 2 gros ventilateurs en 50-15 qui soufflent pour refroidir le filament en sortie, ben ils sont tellement puissants qu'ils refroidissent beaucoup trop le corps de chauffe, et du coup l'imprimante se met en erreur car elle n'arrive pas à corriger la chauffe, croyant sûrement à un capteur ou une résistance défaillante. Enfin bref, maintenant vous comprenez que ces chaussettes silicone ne sont pas qu'utiles pour protéger le corps de chauffe des résidus de filament. Bon, du coup on en était où ? Ah oui, j'ai par conséquent imprimé un support pour le détecteur de filaments qui vient se fixer au niveau de la barre de renfort supérieure.
Pour ce qui est donc du nouveau support de bobine, pour l'instant j'en installe un tout simple sur le côté. Et je me fais pas avoir cette fois-ci, je pense à recouper mes vis pour pas qu'elles ressortent de l'autre côté. Allez, je raccorde l'imprimante et je fixe le contrôleur Zigbee du bandeau de lumière. J'essaie de faire un câble management assez propre en les attachant avec des bandes de crochet velours. Ah oui, et vous voulez rire? Il a suffi d'une impression dans le caisson pour que, par la chaleur j'imagine, les aimants latéraux ne tiennent plus du tout. Donc bon, là j'abandonne pour de bon les aimants et on va passer sur du costaud avec un système de loquet à ressort trouvé sur AliExpress. Et là c'est parfait, ça bouge absolument plus du tout. Bon, par contre là, on va parler sérieusement. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi j'ai imprimé le support de détection de filament et le support de bobine avec une aussi grosse buse. Ou pourquoi je n'ai toujours pas installé le système de ventilation. Ben, la réponse est simple. Les modifications que j'ai faites sur cet extrudeur, c'est de la grosse merde. Ça fait des semaines que j'essaie d'imprimer toutes les pièces manquantes et j'ai erreur sur erreur. Ça fait que se boucher et se reboucher et quand il daigne imprimer, il me fait de la putain de sous-extrusion que je n'arrive pas à corriger. Honnêtement, je pense que c'est ces putains de gros ventilateurs qui foutent la merde. Ils doivent sûrement beaucoup trop refroidir l'extrudeur, ce qui bloque tout. Donc j'abandonne, je vais foutre cette machine à la casse et ciao, au revoir, arrivederci. Vous êtes encore là? Non mais vous pensiez réellement qu'après tous les mois de travail où j'ai passé chaque nuit blanche après le boulot pour réaliser ce caisson parfaitement adapté à cette imprimante, j'allais abandonner? Mais non, c'est juste une opportunité, encore une fois, d'améliorer cette machine. Et du coup là, on va en faire une bombe en passant sur un extrudeur à double entraînement, le Matrix de Triangle Lab. Et pour l'installer, rien de plus simple, le constructeur fournit le support parfaitement adapté à l'artillerie Sidewinder X1 qu'il suffit d'imprimer. Oh putain. Bon bah je remercie un ami qui me les a gentiment imprimés en ABS avec sa Bamboo Lab. C'est vrai que la qualité est quand même tip top, hein. Enfin bref, je commence l'assemblage de ce nouvel extrudeur en suivant tout simplement comme d'hab le PDF fourni. Et une fois fait, je peux installer le support imprimé. Puis allez, c'est parti, ça fait un peu mal au cœur, mais on met à la poubelle une bonne fois pour toutes l'extrudeur d'origine longuement amélioré ces derniers mois. Et du coup, on recommence les mêmes étapes que l'on avait déjà fait, c'est-à-dire refaire les connexions des câbles pour que ça se raccorde bien. Maintenant que tout est raccordé, je peux aller mettre à jour le firmware pour prendre en compte ce changement d'extrudeur. Pour cela, je me rends dans le fichier configuration.h de notre version de Marlin. Et la première chose que je vais modifier, c'est le sens de rotation du moteur pas à pas qui contrôle l'extrusion. Il faut l'inverser en passant de false à true. Et deuxième chose, c'est la modification du type de thermistance qui passe de la catégorie 1 à 5. Afin de transférer le nouveau firmware, normalement, il faudrait d'abord déconnecter l'écran comme on l'avait déjà fait lors de la première tentative. Sauf que maintenant qu'il est dans le caisson, c'est plus aussi simple. Mais heureusement, vu qu'on a déjà changé le firmware, on a maintenant une option qui nous permet de déconnecter directement dans l'interface. Donc maintenant c'est bon, je peux transférer. Et pour ce qui est des derniers paramètres nécessaires, comme la position du belt touch ou les pas par millimètre de l'extrudeur, je peux le faire directement dans l'interface. Et une fois fait, on calibre tout pour s'ajuster à la nouvelle hauteur de buse. Sauf que j'ai eu un petit problème, et la buse est venue s'écraser sur le plateau. Car visiblement, le belt touch est un peu trop haut et il ne peut pas faire son mouvement complet. Donc on vient l'abaisser légèrement avec 3 rondelles. Et une fois fait, c'est bon, le calibrage du plateau se fait parfaitement. Donc on peut passer à notre première impression primordiale pour les prochaines, un conduit de ventilation pour refroidir le filament en sortie. Sauf que bon, du coup, je dois l'imprimer avec des supports vu qu'il n'y a rien là pour refroidir suffisamment le filament pour faire des ponts. Mais une fois enlevé, ça passe.
J'en réimprimerai sûrement un mieux plus tard. Et on enchaîne de suite avec l'impression du fameux conduit d'aération. Ah oui, et vous voulez voir comment est-ce qu'on détruit un nouvel extrudeur tout neuf qui fonctionne parfaitement? Ben c'est simple, il suffit de vouloir imprimer avec une bobine restante qui n'a pas assez de filaments pour l'impression, et vouloir faire le malin avec un gadget fait pour connecter deux filaments différents entre eux. Résultat, même après avoir bien bavuré la connexion, ben c'est bloqué en plein milieu de l'extrudeur, donc faut tout démonter. Mais bon, je me rassure en me disant que c'est une opportunité de voir comment est fait l'extrudeur à l'intérieur. Enfin bref, une fois le morceau de filament extrait et l'extrudeur tout remonté, on peut enfin imprimer notre conduit d'aération avec un seul filament. Et pendant qu'il imprime, on va commencer à percer les trous qui tiendront ce conduit, en se servant de la face avant comme gabarit de perçage. Afin d'alimenter le ventilateur, il va falloir connecter un adaptateur Molex auquel je brancherai mon transformateur 12 volts sur la prise connectée. Puis, entre-temps, ça a fini d'imprimer, donc on insère notre ventilateur de PC à l'intérieur du conduit. J'insère les vis sur la partie avant et je le monte à l'intérieur du caisson. Je passe mon conduit à travers les vis et je me sers d'un ruban adhésif pour le maintenir en place et ainsi visser mes vis. Ah oui, et j'avais remarqué que le ventilateur ne tournait pas dans le bon sens. Mais bon, je m'étais dit qu'il suffirait d'inverser les fils. Mais vous le saviez, vous, qu'on ne peut pas inverser le sens de rotation d'un ventilateur d'ordinateur en juste inversant les fils? Ben moi je le savais pas, et c'est bien sûr une fois tout vissé que je m'en suis rendu compte. Donc bon, on redémonte tout, on inverse le ventilateur de sens, et on revisse tout. Et c'est bon, là, il souffle bien à l'extérieur. Et en parlant de ça, il serait peut-être temps de se pencher sur ce qui va déclencher ce ventilateur. Pour ma part, dans la volonté dans le futur de tout contrôler à distance avec Octoprint et Home Assistant, je suis parti sur un thermomètre humidimètre TH01Z en Zigbee. Et du coup, pour le tenir, au lieu de mettre une simple vis, j'ai dessiné un support rotatif qui permettra de pouvoir le mettre en vue devant la porte pour lire manuellement les valeurs, ou de le cacher sur le côté. Pour l'instant, afin que le ventilateur se déclenche à la bonne température, je passe par tuyau. Je mets tout simplement une condition qu'il s'allume quand la température dépasse 50 degrés, et qu'il s'éteigne dès que c'est en dessous. Dans le futur, je pense que j'essaierai de faire une automatisation avec Octoprint pour qu'il s'ajuste automatiquement en fonction des profils d'impression. Ah oui, et ce que vous voyez en fond là, c'est une petite amélioration que j'ai faite pour fluidifier le mouvement du filament. Ça coulissait déjà pas mal avant, mais bon, je me suis dit que ça pouvait être amélioré facilement, et effectivement, maintenant, grâce à ça, ça glisse tout seul. Et dans la même lignée des petites améliorations mineures, j'ai dessiné un cache-câble pour ceux de l'éclairage. Sauf que bon, j'ai voulu tester les limites de la taille d'impression en imprimant une portion de 35 cm de long. Et le problème, c'est que ça vient taper dans la butée Y à droite, et à force, ça fait un décalage de couche. Et même en tentant d'orienter un peu mieux la pièce, ça change rien. Et du coup, je me retrouve avec deux impressions à moitié terminées. Mais bon, c'est pas grave, je les installe quand même avec de la colle chaude. Qui bien sûr fait fondre le PLA, ce qui n'est pas hyper esthétique, mais ça passe. Bon ben voilà, je crois qu'on a terminé le plus gros de ce caisson et de ses améliorations sur cette machine. Mais je pense que je ferai une partie 2, car j'ai plusieurs points sur lesquels j'aimerais travailler. Tout d'abord, comme j'en ai parlé, je voudrais travailler sur sa connexion avec Home Assistant et installer un système avec un mini-ordinateur ou un Raspberry Pi pour mettre Octoprint. Ce qui me permettrait de contrôler l'imprimante à distance avec une caméra pour voir l'évolution de l'impression et colorer la lumière en fonction de celle-ci. D'ailleurs, pour la caméra, ça me fait penser qu'il faudrait que je revoie mon support sur le plateau et aussi ajouter des cales pour facilement remettre le plateau PEI. Pour ce qui est de l'aération, je pense qu'il faudrait prévoir un système avec un filtre à charbon actif et pourquoi pas un adaptateur pour tuyaux souples et ainsi expulser l'air toxique vers l'extérieur. Je me suis aussi fait la remarque qu'on a du mal à savoir quand le ventilateur tourne. Donc je pense que je mettrai des LED dans le panneau du fond relié au câble du ventilateur afin que ça soit plus visible. Si tu penses à d'autres améliorations,
n'hésite pas à me le dire en commentaire. Enfin bref, j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo au plus grand nombre. C'est le plus beau cadeau que vous pourriez me faire pour m'encourager. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne secondaire et mes autres réseaux sociaux, car je publierai plus souvent là-bas. Ah oui, et du coup, pour conclure et répondre à la question de l'intro, que vaut une artillerie Sidewinder X1 en 2025 ? Oui, elle n'a plus grand-chose d'origine, c'est vrai. Mais c'est peut-être justement ce qui la rend unique. Elle évolue avec nous, au rythme de nos essais et de nos doutes. Elle nous rappelle que chaque obstacle est une chance d'apprendre, que chaque chute nous rapproche un peu plus de la solution. Et au fond, c'est exactement ça, l'esprit maker.